Il n'y a aucun danger. Ouais, voilà lui. C'est la troisième fois qu'on le voit, ce con-là. Les systèmes de sécurité ont, comme prévu, parfaitement fonctionné. C'est ça, comme prévu. Nous élevons une fois de plus contre l'exploitation partisane de ces Mais quoi agents. quand nos gosses naîtront avec 2 têtes et 4 bras? Allez, en prison, les hippies. Non, mais ils nous font chier, ces cons-là. Et mon café? Pour bien lui. Allez Gérard. Allez Jean. Monsieur Jean. C'est ça, là. T'as vu, hein, il s'est pas laissé faire, les chevelus. 2 têtes et 4 bras. Je sais pas où ils vont chercher toutes ces conneries. Remarque, c'est le genre de truc que t'es capable de sortir quand t'es en forme. Parce qu'aujourd'hui, me dit quelque chose, merde. La cuvette est pleine de bouillon. Quoi? Où t'as vu du bouillon dans la cuvette, toi? Ah ouais, très fort. Ouais, c'est une contrepétrie, quoi. Une fantaisie sémantique. Le signe, le sens, la sémiologie, quoi. Oui, la sémiologie. Bonjour. C'est biologie, mes couilles. Pas mieux d'aller bosser, toi, feignant. Je descendrai bien une petite côte. Si c'est pour des factures, tu peux les boire en face. J'en viens du con. N'importe quoi, toi. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 16, épisode 3. Émission spleen, danse et recoller les morceaux. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié les films que tu me montrais. Les cellulos morts se ramassent, t'as l'appel. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui allait mieux que les autres. Et donc vous l'aurez peut-être compris via ce détournement de la chanson de Jacques Prévert, Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, qui ne parle pas du tout avec cet accent-là, mais c'est pas grave. Donc nous allons parler de quelques sorties salles récentes, notamment pour commencer le nouveau film de Aki Kaurismäki, Les feuilles mortes, qui est sorti la semaine passée, tout comme le nouveau film de Guillaume Niclou, La petite, et enfin du film de Michel Gondry sorti il y a 2 semaines, Le livre des solutions. Et ensuite, nous parlerons largement d'une ressortie d'une réédition en Blu-ray et Blu-ray UHD chez Spectrum Film du film de Aoshien de 2001, Millennium Mambo. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Floret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Le docteur Erwan a son quart d'heure syndical de retard, on va dire, parce que mais on le soutient car le pauvre il est de retour de l'Oudéac, donc il a quand même bien du mérite, mais il sera là parmi nous pour parler de tout ça. Et à la mise en son de cette émission, il y a Ulysse. Bonsoir Ulysse, il vous fait un coucou. Donc voilà, ce sont les forces en présence. Nous allons passer tout de suite aux nouvelles 9 de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Donc les agendas, nous vous rappelons que le prochain film du dimanche soir, séance que nous co-organisons avec nos meilleurs ennemis du cinéma est mort au cinéma Arvor, aura lieu le 15 octobre prochain, et donc ce sera The Getaway, Guet-apens de Sam Peckinpah. Donc voilà, c'est pas forcément un de ses meilleurs chefs-d'œuvre, mais un grand film quand même. Oui. Voilà, parce que dès que vous pouvez voir un film de Sam Peckinpah, oui, notamment en salle. Exactement. Comme Brian De Palma, c'est l'homme qui ne faisait que des meilleurs films. Oui, c'est ça. Exactement. Sinon, demain, au tambour, donc séance en eau très très trouble, qui n'a rien à voir avec le film avec Jason Statham, sorti cet été, la suite de En eau très trouble. Le premier était déjà pourri, et la suite est aussi pourrie. C'est pour rigolo, mais c'est plus pourri que rigolo. Je me souviens même plus. Le premier, c'est un couple perdu au milieu de la mer, non? Non. Ça, c'est quoi ça En eau profonde? Peut-être. Non, pas en eau profonde. Ah putain, c'est chiant les films marins parce qu'ils ont tous les mêmes titres. Oui. Il y a celui avec Bruce Willis, c'était aussi genre machin en eau profonde.
Il y avait un film avec Steven Seagal dans un sous-marin, c'est genre machin en eau profonde. Bon, bref. Il y a les Deepwater, Water Shark, Bleu d'enfer, le super film avec Jessica Alba en maillot de bain et Paul Walker. C'est un film de surf, ça. Non, c'est pas un film de surf, c'est un film de recherche sous-marine où un couple genre découvre une épave et puis il y a des mecs qui viennent buter. Et le méchant, c'est Josh Brolin. Ah oui, oui. Et il y avait un film qui était pas mal. Bon, bref, passons, on divague. Bref, soirée en outre très trouble, rien à voir donc avec tous ces éléments, parce que à 18h, vous aurez l'occasion de voir ou revoir le sur-chef-d'œuvre de Mankiewicz, L'aventure de Madame Muir. J'ai pas vu. Que j'avais vu il y a 10 ans au Ciné Tambour déjà justement. J'avais fait un sacré double programme à 18h. Il y avait déjà L'aventure de Madame Muir, un des plus beaux films de tous les temps. Et à la fin de la séance, je m'étais précipité au cinéma Gaumont pour aller voir l'avant-première de On ne choisit pas sa famille en présence de Christian Clavier et Muriel Robin. Vraiment deux salles, deux ambiances. Ah bah oui, mais la cinéphilie n'a pas de limite. Exactement, alors là c'était vraiment nos limites. Mais donc, allez voir ce film absolument merveilleux. Et Thibaut, tu le verrais, je pense que tu pleurerais toutes les larmes de ton très mal corps. le cinéma de Mankiewicz. Ouais, mais celui-là particulièrement, probablement une des plus belles histoires d'amour de tous les temps. Et sinon, à 20h45, ce sera Pandora de Albert Levin, que j'avais vu aussi d'ailleurs, je crois, au Tambour il y a 10 ou 12 ans. Comme quoi, vraiment, ils font vraiment les mêmes programmations. Hein. Tu vois, c'est pour tous les nouveaux arrivants, les nouveaux étudiants à Rennes. Mais c'est très bien aussi, avec Louise Brooks. Ok. Voilà, merveilleux. J'ai pas vu. Vous devriez, mon garçon, vous devriez. Sinon, pas toujours, mais au cinéma Arvor ce jeudi, donc le 28, il y a 2 films de Michael Romer qui n'a rien à voir avec Eric, donc qui vous seront présentés par nul autre que le docteur Erwan Kadoré, donc qui sera là. Donc c'est Harry Plotnik, Seul contre tous, et Nothing But a Man. Donc les films ont été restaurés récemment, plutôt cinéma social assez ardos. Donc voilà, qui vous seront présentés par le doc. Séance à 18h30 et 20h15. Et sinon, dans les sorties nationales, alors demain il y a une comédie de Philippe Lefebvre avec Franck Dubosc et Karine Viard qui s'appelle Nouveau Départ. Ah bah là c'est obligatoire. C'est banco, là. Juste par complétude de la carrière de Franck, obligé de le voir quand même. Voilà, sur Karine Viard, Franck Dubosc qui jouent un couple, ça fait 30 ans qu'ils sont mariés, ils font un break, ils se séparent, et là du coup ça va être des quiproquos en pagaille, la folie, chacun va aller draguer à droite à gauche, il y a Clotilde Courreau dans un second rôle, voilà, tout ça promet quoi, la comédie vaudeville à la française comme on aime. Sinon il y a le nouveau film de Gareth Edwards, le réalisateur du Godzilla ricain de 2014, de Monsters et de Rogue One, donc The Creator, nouveau film de SF intrigant qui sort demain, pourquoi pas. Un garçon visuellement intéressant, mais qui est toujours sujet à des problèmes de production et des scénarios, brinque-ballants. Exactement, pour le moins. Sinon, demain, double programme pédophilie avec le nouveau Woody Allen et le nouveau Luc Besson. Comme quoi, les deux étaient à Venise et il y a eu moins une cohérence de sortie. Woody Allen, coup de chance avec Lou Delage et le mec de Virginie Efira, Neil Schneider. Ouais. Voilà, donc plutôt français. Et donc Dogman, le nouveau film de Gros Luc de Bulle Caisson qui revient et qui depuis 3-4 jours fait la tournée des popotes un peu partout pour dire que oh là là, on m'a accusé de viol, c'est quand même bien terrible. J'ai pas de chance. Ah là là, j'ai brisé l'image de l'amour qu'avaient de moi les enfants. Et puis franchement, on m'accuse alors que c'est pas cool, alors que moi je suis vraiment un mec sympa et qui a pas du tout montré plein d'images pédophiles dans mes films. Mais bon. Voilà quoi. Il faudra en parler à Nathalie Portman pour le souvenir de Léon. Qui refuse de parler du film. Hein, donc voilà. Entre autres. Voilà, deux choses qu'on n'ira pas voir, en tout cas, entre autres. Sinon, pour toi, Thibaut, et comme pour vous, tous nos amis blancs, il y a le Orelsan Civilization Tour au cinéma, où sa dernière tournée, donc un concert de film, et voilà, ça passe au cinéma. Oui, voilà. Autant voir la série de son frère. Voilà, qui a une saison 2 d'ailleurs. Oui, qui est moins bien. Bah, c'est ça, c'est... Plus on s'approche du succès, moi c'est intéressant. Et sinon, il y a le film de Radoju, le cinéaste roumain. N'attendez pas trop de la fin du monde, qui a probablement l'affiche la plus dégueulasse de l'année, mais très rigolote. Genre un montage dégueulasse que moi je pourrais faire sur Paint, où tu as la tête d'un gars sur un corps de poule mal fait. Donc moi, rien que pour ça, j'apprécie l'effort et on aime un peu cette ambition visuelle qui, je pense, vend bien le film roumain. Si je dis pas de conneries, mais de l'Est.
Donc voilà, et non, j'ai oublié quand même le plus important, puisque nous en parlerons la semaine prochaine, c'est le nouveau film de Cédric Kahn, Le procès Goldman, donc sur Pierre Goldman, militant et théoricien de l'extrême gauche, assassiné par honneur de la police dans les années 70, et qui donc revient sur le procès retentissant qu'il avait eu suite à l'accusation du meurtre de deux pharmaciennes, parce que le garçon était militant d'extrême gauche, mais aussi braqueur. Après, c'est assez cohérent avec son parcours, mais nous y reviendrons largement la semaine prochaine. Projet passionnant, et en tout cas projet assez casse-gueule, mais que j'ai quand même assez hâte de voir. Ah, Cédric Kahn, un cinéaste très compétent et inégal, mais moi il y a beaucoup de films que j'aime de lui, et il y a Arthur Harry qui joue l'avocat dans le casting, qui joue Maître Kajiman, une personne de confiance également. Voilà, exactement. Donc voilà, nous parlerons de ça, donc nous parlerons de Cédric Kahn et d'une ressortie en DVD Blu-ray d'un film de John Cassavetes la semaine prochaine. On va passer à la section critique de cette émission. On va aller dans un monde où les gens boivent, les gens sont tristes parce qu'ils sont en Finlande, et on écoute tout de suite une petite musique pour se mettre dans l'ambiance. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était le groupe finlandais Mostetitot avec la chanson Siltit Suruan Japuetu Peti Miskin. Les Finlandais m'excuseront mon accent, ce qui veut dire né dans le chagrin et vêtu de déception. Tout un programme. Wow. Donc voilà, qu'on retrouve notamment dans la bande originale du dernier film de Aki Kaurismäki, mais je vais attendre le docteur pour en parler. Mais autre sortie récente, sortie aussi la semaine dernière, donc La Petite de Guillaume Niclou, de mon gars Guillaume Niclou, de mon gars sûr Guillaume Niclou, qui a effectué un backflip stylistique et thématique, mais alors un truc de gros gueudin, comme on dit, parce que donc les derniers films de Guillaume Niclou depuis toute la décennie des années 2010 aussi, on va dire, entre deux choses, à la fois un principe de mélange entre la réalité et la fiction sur un terreau un peu réaliste au drôle. Il y avait L'enlèvement de Michel Houellebecq, Valley of Love, il y avait Thalasso, il y avait The End qui était encore un peu différent. Donc des films vraiment très drôles, mais où il s'amusait à filmer des personnages étonnants et des monstres sacrés pour en faire jouer autour de leur figure et en créer un certain style de comédie ou bien de film ultra émotionnel comme Valley of Love. Et un autre versant, c'est pur film de fiction ultra formaliste jusqu'au boutiste, et alors badant au possible. Son film qui était sorti l'an passé, La Tour, qui est sorti en tout début d'année, qui est un film d'une radicalité formelle et thématique assez bourrine quand même, un film qui met pas bien à l'aise du tout, qui est radical dans son propos et jusqu'au bout, et où clairement tu dis bon bah là Guillaume, on sent qu'il aime bien rigoler. Il a toujours un côté un peu sarcastique chez lui, notamment même quand il donne des entretiens, et il aime bien être désagréable avec les gens qu'il interviewe, et ça se ressent souvent dans ses films. Moi, c'est un truc qui m'intéresse, et je suis souvent impressionné par son cinéma, notamment son avant-dernier film de fiction qui était Les Confins du Monde, donc le film qui se situait pendant la guerre d'Indochine avec Gaspard Ulliel. Et donc là, il revient avec quelque chose pour le coup de assez surprenant. Donc La Petite avec Fabrice Lucchini, basé sur un bouquin de Fanny Chanel, qui est aussi la co-scénariste du film, qui donc nous raconte l'histoire d'un ébéniste joué par notre ami Fabrice. Et un jour, il apprend que son fils et son compagnon, donc il était gay, meurent dans un accident d'avion, et que la mère porteuse, en fait, parce qu'ils attendaient donc un enfant via mère porteuse en Belgique, ne donne plus de nouvelles, et donc il décide de partir à la recherche de cette mère porteuse en Belgique, dans un bled de je ne sais plus, mais où ça parle flamand. Alors que l'autre fille donc de Fabrice Lucchini lui dit que c'est une connerie et qu'il faut peut-être passer à autre chose. Et non, Fabrice n'en démord pas, il va aller voir parce que c'est la seule trace finalement qu'il subsiste potentiellement de son fils. Donc sur cette histoire très roman français, on va dire, sur les histoires générationnelles, des gens qui se retrouvent, machin, nanana. Eh ben c'est marrant parce que tu regardes le truc, tu dis effectivement c'est très très propre, c'est beau, c'est bien fait, ça n'a strictement aucun intérêt. Oh merde. Mais vraiment quand tu regardes tout, tu dis ouais, Fabrice Lucchini essaye de faire autre chose que du Lucchini, donc il donne pas trop d'effets de voix, il en fait pas trop des caisses, il est plutôt sobre, il est très bien, enfin globalement le truc est très bien fabriqué. C'est pas spécialement joli mais c'est propre, c'est pas génialement filmé mais c'est correct, ça joue bien, et là tu regardes ça, tu te dis oui Guillaume, mais où veux-tu en venir? Et vraiment il a souvent fait des pas de côté dans différents moments de sa carrière,
dans son cinéma, comme son film du milieu des années 2000, je crois qu'il s'appelait Holiday, qui était une comédie, mais ras du cul, complètement débile. Après avoir fait sa trilogie de polar noir, Une affaire privée, cette femme-là, et puis La Clé, d'un coup, il passait totalement autre chose avant de revirer sur encore autre chose dans son propre cinéma. Donc, il prend parfois des détours qui sont assez intéressants et très étonnants. Là, pour le coup, c'est vraiment encore un autre détour en termes stylistiques qui est assez étonnant, qui n'est pas foncièrement hyper intéressant, à moins peut-être que par la suite, il refasse autre chose. Il faut voir ce qui va arriver derrière, en fait. Mais là, pour le coup, j'étais vraiment très étonné de voir ça en me disant oui, Guillaume, écoute, moi j'aime beaucoup ton cinéma, je trouve très sympathique. Je regarde là. Peut-être que lui a été ému par cette histoire et qu'il voulait mettre ça en scène de la manière la plus sobre possible. Mais finalement, c'est assez étonnant à voir parce que l'intérêt à la fois thématique et formel, je ne le vois absolument pas dans le film. Non, tu vois, ça ressemble vraiment genre à un beau téléfilm propre, je ne sais pas, mais... Le téléfilm du dimanche après-midi. Ouais, voilà, c'est ça. Les trucs du samedi après-midi sur M6, un jour une histoire, ou je sais pas. C'est bon. Étonnant. Bon. Pas forcément intéressant. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Ah non, mais clairement pas. Quoi. Tu vois, tu dis, ouais, c'est joli, c'est joli. Je pense que même ma mère se ferait chier devant, quoi, tu vois. Bon, déjà parce qu'elle n'aime pas trop Lucchini, mais bon. Bref, pas ouf, quoi, Guillaume. Un peu déçu. Heureusement qu'il a fait la tour cette année et qu'il a, pour le coup, aurait mérité que ça passe en salle à Rennes, mais bon, vu qu'il n'y avait personne de connu au casting, c'est compliqué. Bref, autre style, autre genre, réalisateur qui revient après 6 ans d'absence. En même temps, ça fait 20 ans qu'il n'arrête pas de faire des comebacks. C'est ce vieux grigou finlandais de Aki Kaurismäki avec donc son film Les Feuilles Mortes, parce qu'il n'avait pas fait de film depuis 2017, si je ne m'abuse. Probablement encore torché à la vodka dans un coin sombre de Finlande avec son frère Mika, qui lui aussi n'a pas fait de film depuis longtemps. Donc Aki Kaurismäki, réalisateur finlandais qui a, on va dire, une genre de reconnaissance internationale, surtout au début des années 90, avec J'ai engagé un tueur à gages avec Jean-Pierre Léaud et un superbe caméo de Joe Strummer dans le film notamment. Et bien évidemment, ces deux films sur les Leningrad Cowboys Go America et Leningrad Cowboys Meet Moïse. Et Kaurismäki, dans quand même une constante de son cinéma, c'est à la fois des références cinématographiques, un certain fond de l'air dépressif et des personnages alcooliques mais romantiques quand même. Et donc là évidemment ça nous parle donc d'un manutentionnaire de la métallurgie. Moi ça m'a rappelé le travail il y a 15 ans, les étés, quand j'ai travaillé là-dedans aussi, qui donc a des légers problèmes d'alcool puisqu'il picole au boulot. Après, dans la métallurgie, ça arrive quand même beaucoup, on va pas se le cacher. Les faut donner du courage. Voilà, exactement. Les caristes qui boivent des bouteilles de rosé à 9h du matin, on en a connu. Et donc, il rencontre une femme qui, elle, est caissière dans un supermarché. Elle se fait virer parce qu'elle est retrouvée à piquer de la bouffe périmée. Et donc, évidemment, elle est virée. Ils se rencontrent dans un bar. Ils disent « Ah bah tiens, elle est pas mal, elle est super. Ça ne dirait pas d'aller voir au cinéma, d'aller au cinéma pour voir un film de Jim Jarmusch ?» The Dead Don't Die. De quoi? The Dead Don't Die, son dernier en date. Ouais, mais qui est pas super en plus. Non, t'avais été très. Ouais, faudrait peut-être que je le revoie. Très peu positif sur le film. Mais c'est vrai, ouais. Et donc, évidemment, tout ça, comme souvent chez Kaurismäki, passe par des non-dits, par une économie de dialogue, mais plutôt par une notion du temps long et du plan qui est surexploité justement dans sa longueur ou toujours ce spleen assez romantique qu'on a beaucoup vu dans les films, et je pense que le doc en reparlera après avec le Gondry, mais il y a de toute façon chez ces metteurs en scène là, depuis qu'ils sont rentrés dans un genre de système formel, comme une reproduction finalement des choses qui ont marché. Il n'y a pas de nouveauté en fait. Il n'y a pas forcément de nouveauté, il peut y avoir des variations, il y aura d'ailleurs des choses qui seront très belles, il y aura de très belles scènes, il y aura de très beaux moments, mais j'avais préféré par exemple son film de 2011-2012 qui s'appelait Le Havre, qui pourtant reprenait déjà beaucoup de trucs de ses films précédents, beaucoup de figures, mais tu vois, c'est toujours un peu en deçà finalement. Et j'ai l'impression que ça peine à se renouveler, mais je sais qu'on a déjà parlé avec des mecs comme Tim Burton, finalement c'est des gens qui tournent dans un système, même si on est loin du cinéma de Tim Burton qui est plus qu'une parodie de lui-même depuis oui, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cinéastes. On en parlait dimanche là, avec le grand Simon, qui voilà, tu sens qu'il ne crée pas d'excitation parce que tu sais très bien
où le film va aller. On en parlait par exemple avec le Gondry que moi je n'ai pas vu parce que les derniers. Ou Wes Anderson par exemple. Ou Wes Anderson. Wes Anderson avait réussi à faire quelques trucs. Il y a quelques pas de côté, des fois, notamment quand il fait des films d'animation. Voilà, t'avais Mr. Fox, t'avais le Chien. Oui, voilà, t'avais aussi le Grand Budapest Hotel qui convoquait le présent et plus son monde fantasmagorique. Mais on en parlait pour le Gondry. On se disait, moi, L'écume des jours, j'ai pas réussi à le terminer tellement c'était une parodie de Gondry. Et là, moi, j'ai pas vu le dernier, donc peut-être que le doc viendra me contredire, mais ça me fait un petit peu flipper. Et peut-être que Kaurismäki, voilà, il a de la bouteille, il a je sais pas combien de. Voilà, il a une très belle carrière derrière lui. Peut-être qu'il a plus trop envie de s'embêter non plus. Enfin, je sais pas trop comment il fonctionne, mais oui, c'est vrai que Jarmusch, c'est un peu Jarmusch, pareil. par exemple, ça fait comme un petit moment qu'il a pas fait des trucs où. Only Lovers Left Alive, c'est un film absolument magnifique. Ah déjà. Je sais pas, c'est 2012, 2013. Et donc voilà, c'est vrai que les grands et les grandes cinéastes qui ont déjà par exemple. Enfin, après lui, ça fait encore plus longtemps, mais depuis qu'il est anobli par les festivals et puis par la critique. Mais tu sais exactement ce que tu vas voir, en fait. Il n'y a plus vraiment de surprise. Il y avait eu, après, on peut divaguer sur les grands cinéastes, mais... regarde, Spielberg, il arrive encore à se renouveler. Oui. Après, quand il se plante, il fait quand même des trucs assez grandioses dans le plantage, parce que Ready Player One, par exemple, ça reste quand même une énorme bousasse, quoi. Oui, moi, j'ai pas du tout aimé Ready Player One. Alors, j'adore Steven Spielberg, mais là, voilà, tu dis, ils ont fait leur filmo, ils ont sorti leur chef-d'œuvre, ils ont eu la reconnaissance institutionnelle parce qu'il me semble que Kaurismäki, il a eu des prix, il a eu des prix. Donc voilà, maintenant il est peut-être qu'il est un peu en roue libre et que il balance pour lui se contenter, pour bosser. Après, de toute façon, tu sais toujours. Après, c'est une vision du monde qui est toujours fertile et qui est toujours, il me semble. Pas intéressante, mais qui fait du bien, voilà. Oui, puis ce qui est marrant chez Kaurismäki, c'est qu'il y a une vision, on va dire, de la romance qui est souvent assez décalée, parce que c'est des personnages qui sont pas forcément ultra bavards, ça reste. Mais il y a du beau, dans un spin, voilà, il y a du beau là-dedans. Donc, alors qu'ils filment quand même pas la Finlande comme un truc de carte postale, parce que c'est comme souvent les bas-fonds dégueulasses. Déjà que moi j'aime pas trop les pays où il fait froid. Mais voilà, donc. Voilà, ça reste une belle mélancolie, mais bon, voilà, peut-être qu'il a lâché la bride. Oui, faudra que je le rattrape, celui-là, quand même. Non, par contre, moi, ce que je recommande, c'est les films de son frère Mika, pas tous, mais notamment, il a fait un film post-apo en début des années 90 avec Jürgen Prochnow, un genre de Mad Max, mais qui se passe en Finlande, qui, pour le coup, est super cool. Voilà, mais bon, ça fait très longtemps. Mais voilà, mais c'est la folie de la jeunesse. Oui, mais après... Peut-être que le doc qui est en train... Le doc qui vient d'arriver va nous parler peut-être du film de Kaurismäki. Et c'est dur, là, c'est dur d'arriver à... Bonjour Erwan qui vient d'arriver. De meubler en attendant l'arrivée. Voilà. Erwan qui donc arrive tout pile poil pour nous parler du film de Michel Gondry. Bonsoir Erwan. Ouais, bonsoir, mais c'est bien en plus parce que j'imagine que vous avez raconté que des conneries en plus. On n'a pas encore parlé, on vous attendait, mais on a dit que des trucs intéressants. Donc, le livre des solutions de Michel Gondry, docteur. Eh ben écoute, c'est pas mal. Tu vois. En fait, c'est pas mal. Alors déjà, c'est drôle. Ninet est vraiment très bien. Donc Ninet, Blanche Gardin, Françoise Lebrun. Alors c'est intéressant parce que justement, on met Blanche Gardin au générique, on se dit ça va être le festival du surjeu, ça va être blagounette à gogo. Alors, en fait, pas vraiment. En fait, c'est vraiment Ninet qui est le centre qui drive qui est vraiment le vortex comique du truc. Et finalement, du coup, les autres acteurs sont plutôt en retrait. Blanche Gardin est très bien. Moi j'ai trouvé. Et puis il y a Michel Lebrun. Oui. Que moi je suis toujours pour Françoise Lebrun. Françoise Lebrun. Bon, celle qui joue dans La Maman et la putain. Voilà, et qui fait... Mme Lebrun. Et qui a fait un petit comeback depuis quelques années. C'est pas Michel Lebrun, non, c'est Françoise Lebrun. Françoise Lebrun, ouais. Avec Vortex, elle était dans le Gaspard Noé déjà. Oui, mais c'est Françoise Lebrun, je pense que c'est moi. Je suis désolé, c'est le fait d'arriver, voilà. J'ai pas toute ma tête, Puis je vieillis, alors moi, tu sais aussi, voilà, je commence à être un peu zinzin, comme dans Vortex, je commence à être un peu zinzin. Et Mme Lebrun, elle est très bien, elle est toujours bien. Cette histoire de metteur en scène qui fait un film un peu chipouille, ça revient quand même un peu souvent sur le côté bricolo du cinéma. Ouais, mais sauf que en fait justement, alors c'est là où ça devient intéressant. Enfin, c'est là où j'ai trouvé que le film était relativement intéressant, c'est qu'en fait, effectivement,
quand on voit la bande-annonce, ça part sur un mec plein d'idées qui, du coup, a pas de pognon, donc il va faire un petit film bricolo, et en fait, ce serait la célébration du cinéma artisanal versus le cinéma industriel. Sauf qu'en fait, c'est pas ça le film. Le film ne parle pas de ça, en fait. C'est une espèce d'autoportrait, mais assez acide, en fait, de Gondry par lui-même, où il est pas vraiment tendre, en fait, avec lui, parce qu'en fait, le mec est sacrément dépressif et pas mal bipolaire, donc il est méga chiant avec son entourage. Oui, apparemment, le perso est quand même un sacré con. Enfin, c'est vraiment un personnage qui est à la limite de l'antipathie. Mais comme il est bipolaire, justement, on navigue sans cesse en fait entre des moments où il est affreux avec des gens qui sont là que pour lui en plus, c'est-à-dire comme une espèce d'enfant gâté, et en même temps effectivement un mec qui est bourré d'idées, qui arrête de prendre ses médocs. Alors du coup, c'est tout du bordel en fait, tout sort en désordre, et le film est un peu à l'image en fait du personnage. C'est-à-dire que c'est un film qui est foutraque. Mais moi, j'ai pas trouvé que c'était un film prétentieux. Je trouve Parce que tu vois, il y a par exemple ça qu'on pourrait reprocher au cinéma de Gondry, parfois un côté un peu réac sur le côté le cinéma bricolo versus le cinéma. Mais en fait, moi, alors il y a ce côté bricolo, mais justement, il se moque. Enfin, tu vois, dans l'autocritique, dans l'autoportrait, il y a une autocritique en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il se moque aussi de ce côté. Il faut absolument que ça soit original, il faut absolument que ça soit bricolo, il faut absolument que ça exprime mon intériorité, machin. Mon être intérieur. Voilà. Et en fait, donc c'est assez marrant parce qu'en fait, notamment, il y a une voix off. Donc, en fait, dans le film, Ninet a des espèces de grandes envolées lyriques avec des grandes phrases très, très arrêtées sur le cinéma, les producteurs, etc., etc. Et puis la voix off vient souvent contredire en disant voilà, là ça c'est un moment où j'ai cru que j'étais super intelligent, puis en fait pas vraiment en fait quoi. Donc c'est un film plus malin à mon avis que ce qu'il a l'air d'être, et surtout vraiment moi j'ai vraiment bien ri en fait. Je trouve qu'il y a plein de moments, il y a plein de répliques, et en fait je savais pas, moi Gondry, je me souvenais pas que Gondry c'était un scénariste. Enfin, il avait dû écrire certains de ses films, mais je me souvenais pas. Il en a écrit certains. En fait, moi, j'ai retrouvé cette forme d'humour un peu étrange qu'il y avait dans le Frelon vert. Ah oui, son film américain. Ouais, c'était pas si mal que ça. C'est-à-dire que tu crois regarder un film de super-héros, puis en fait, c'est une espèce de film un peu bizarre, un peu foutraque, mais plutôt bien écrit en termes de bonnes répliques, de bonnes saillies, et Ninet joue ça très bien quoi. Et voilà, où il réveille ses assistants en pleine nuit parce qu'il a des idées géniales, donc il épuise les gens autour de lui, et en même temps les gens sont plein de sollicitudes vis-à-vis de lui. C'est en fait. Ouais, mais je pense que c'est pas mal de réalisateurs en fait, des mecs qui c'était le point de Choyard. Voilà, qui quelque part font utilisent leur génie comme une excuse pour pas se comporter de manière humaine avec les gens, et même si le film se termine pas par une conversion ou par une rédemption, tu vois, du personnage, ça termine d'ailleurs avec un plan très Quentin Dupieux, bizarrement, avec un plan très Dupieux, et assez Dupieuesque et assez mystérieux, mais moi j'ai pas du tout trouvé le film antipathique quoi. Moi je trouve que justement de se faire un autoportrait de soi sans se glorifier, sans non plus battre sa coulpe, je trouvais ça plutôt pas mal écrit. Moi, globalement, finalement. dans ces films, j'ai l'impression que Gondry, il a pas toujours des personnages qui sont excessivement sympathiques, parce qu'ils sont toujours obsessionnels, et finalement du coup ça les rend à la fois assez attachants et en même temps un peu pénibles. Un Jim Carrey dans Eternal Sunshine, il y avait quelque chose de touchant, dans La Science des rêves aussi, tu vois. Là on sent que c'est plus personnel, et puis alors, après il y a plein de petites scènes rigolotes quoi. Il y a un film d'animation avec un renard au milieu, il y a une scène en stop motion, image par image, il y a des inventions débiles comme le camiontage. C'est un camion pour faire du montage, qui est pratique du tout évidemment. Voilà, il a un assistant qui a des quintes de tout maladives en fait, ça l'énerve absolument. En fait, c'est son preneur de son, et en fait le preneur de son a des quintes de tout le temps, et en fait il arrête pas de se faire humilier alors que le mec c'est un bon gars, c'est un super bon gars le mec quoi. Et donc voilà. C'est vrai que c'est chiant les gens qui toussent. Ouais, mais voilà, mais du coup t'es toujours partagé entre le ouais, quelque part t'es un peu d'accord avec lui, et en même temps il t'agace profondément. Et justement j'ai trouvé que le portrait qu'il fait de lui-même est plus complexe, et en même temps relativement drôle, et sans être forcément le film de l'année. Moi je trouve que c'est pas du tout un film honteux et que ça départ pas du tout dans la filmographie de Gondry. Et alors après moi je suis pas agacé par Gondry. Moi il y en a que j'ai pas vu L'écume des jours, tu vois, mais qui m'intéresse moins parce que c'est un film à star. Moi ça m'intéresse, un film à star française en plus, donc ça m'intéresse beaucoup. Voilà, ça m'intéresse beaucoup moins. Mais moi qui ai bien aimé La Science des rêves, qui ai bien aimé Eternal Sunshine, qui ai bien aimé Le Frelon vert,
Pour moi, Micro-Mégazole, c'était cool. Alors que j'ai pas vu non plus. Voilà. Mais c'était vraiment la science des rêves qui faisait la bascule sur ah putain, il va être enfermé dans. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il va être enfermé dans un système. Et la science des rêves, c'est la science des rêves. L'écume du jour, c'est. Moi, mais justement, il y a un peu ce côté-là aussi dans le film, justement. C'est-à-dire qu'il revient aussi sur ce mec qui veut absolument pas être enfermé, mais qui a force. C'est intéressant. Tim Burton. Ouais, la mise. Je trouve que et le fait de venir et le fait d'aller faire un film français dans une maison de campagne au fin fond de la campagne avec une dizaine d'acteurs. Un truc vraiment très minimaliste en termes de procédés. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Il a fait ça il y a quelques années. Il avait fait un film sur sa grand-mère, je crois qu'il s'appelait Morissette. Mais le personnage de Lebrun est assez inspiré, je pense, de ça. Voilà. Et il y a 2-3 scènes qui sont avec des bonnes idées, notamment une super bonne idée de. Enfin, moi, je trouve que c'est la scène super où en fait, il fait composer en direct la bande originale de son film. Alors, il y a tout un truc avec Sting. Il y a toute une histoire avec Sting, voilà. Mais moi, j'aime pas trop. J'aime pas trop Sting, mais j'aime bien Sting le personnage. Moi, je trouve que c'est un personnage qui est extrêmement sympathique, Sting, extrêmement sympathique. Plus que sa musique. C'est un mec très très sympa, Sting. Et il y a une petite apparition dans le film qui est super rigolote. Et que de révélation. Non. Et voilà. Et en fait, il fait une scène qui est pour moi une des meilleures scènes du film, en fait, où il fait un concert. Enfin, il fait pas un concert. Il enregistre la BO de son truc en une prise, la BO de son film en une prise, et en fait, il a pas de partition. Il vire le chef d'orchestre, et c'est lui, le réalisateur, qui fait le truc. Sauf qu'en fait, il fait tout avec son corps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les moves. Il dit si je fais tel mouvement, c'est grave. Si je fais tel mouvement, c'est aigu. Si je fais tel mouvement, c'est ample. Si je fais tel mouvement, c'est. Et donc en fait, il fait toute une espèce de chorégraphie et les musiciens sont obligés d'improviser à partir. Enfin, voilà, il y a des bonnes idées. Voilà. Il y a pas mal de trucs moi qui m'ont bien plu quand même. Et puis il y a comment s'appelle cette actrice je sais plus, qui a un nom de famille à consonance anglo-saxonne et que j'ai vu ailleurs et je sais plus où. Et qui est super dedans, qui joue pas beaucoup mais qui joue l'amoureuse de Ninet et qui est bien, quoi. Enfin, les actrices sont bien. Je vous dirais ça juste après la pause. J'ai bouffé son nom, je suis désolé, j'ai pas pris mes notes, je m'excuse auprès d'elle, mais voilà, mais je la trouve, elle est toute bien, elle est super, elle est très bien là-dedans. Elle apparaît pas beaucoup, mais elle est très bien. Camille Rutherford, qui joue Gabrielle. Et je sais plus dans quoi je l'ai vu d'autre, mais je l'ai remarqué cette actrice et je me dis tiens, ça c'est une actrice qui a du chien. Voilà, je trouve. Très bien, merci docteur. Donc c'est le livre des solutions de Michel Gondry et tout de suite on passe au Mambo. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Pericomo avec évidemment Papa Loves Mambo, car de Mambo il va en être question. Attends, là j'ai bien bossé pour celle-là. Donc à l'occasion pu mettre du Pérez Prado aussi, mais Mambo aussi. J'avais Mambo dans les fichiers. Voilà. Donc à l'occasion de la ressortie dans un bel écrin chez Spectrum Film de Millennium Mambo, donc de Aoshien, son film de 2001, qui ressort en Blu-ray et en version UHD, donc Ultra HD. Donc avec une chier de bonus, avec Arnaud Lanuc évidemment qui est là, avec Jean-Baptiste Aurey, Olivier Jouaillard, interview avec je vais avoir une question à un moment. Oui. J'ai même une question tout de suite. Je vois que c'est la version d'1h45. Alors vous savez qu'il y a 3 versions du film. Ah, commençons tout de suite. Alors, les versions multiples, il y a 3 versions. La version française, qui est la version européenne, qui est ça. Alors, j'ai fait mon petit boulot à l'inverse, parce que en fait, moi, la version que j'ai vue, c'est une version qui fait 1h41. Je me suis dit, c'est bizarre, il m'a dit qu'il faisait 2 heures. Donc je regarde sur internet, je vais sur IMDb et qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'il y a 3. À Taïwan, souvent les versions sont plus longues. Alors il y a 3 montages différents. A priori, il y a la version qui est sortie en France en 2001 qui fait 1h59 minutes. Il y a une version edited, mais je ne sais pas edited par qui fait 1h45, qui est visiblement la version qu'on a sur le Blu-ray, puisque c'est marqué 1h45. Et il y a la version DVD US qui fait 1h41. Voilà. C'est peut-être sorti et par je n'ai Weinstein. aucune idée de ce qui manque ou de ce qui change entre les 3 versions. Oui, parce que moi, dans mon souvenir, le film faisait 2 heures quand je l'ai vu à la fac. Moi, j'ai vu la version de 1h45. Et ben, je pense que tu as dû voir la version européenne, la version qui est sortie au cinéma à l'époque. Voilà. Donc, film de 2001 de Aoshien, qui a été parfois un peu abusivement présenté comme la réponse taïwanaise à In the Mood for Love de Wong Kar-wai, avec lequel il... Je vois pas pourquoi en plus. Non, je vois pas non plus. Ça a plutôt à voir avec les rebelles du Dieu Néon, à mon avis, qu'avec... Calmons-nous. Nous allons y revenir. Ou Lost in Translation. Oui. Oui, mais mieux. Donc, c'est plutôt Lost in Translation qui serait une réponse. Oui, voilà, c'est ça. Donc, film de 2001 dans lequel Shuki, et c'est un peu le film qui a fait d'elle une star internationale à l'époque, il faut dire qu'absolument
merveilleuse dans le film. Donc, déambule oui, dans un Taïwan entre on va dire, deux personnages, son petit ami qui est un peu un branleur et un gros connard même. Oui, un sale con, et un autre qui est un genre de mafieux zen, comme ils le disent poliment sur la jaquette. Et donc, c'est plutôt une dérive plus sensitive que narrative dans les rues de Taipei, si je ne m'abuse. En tout cas, à Taïwan. Même s'il y a une intrigue, quand même. Même s'il y a une intrigue, oui. Le film est quand même narratif, mais il y a chez Aoshi Aoshien, de toute façon, beaucoup dans son cinéma, la question du temps. Car, comme disait un prof de fac, le cinéma, c'est du temps. Et donc là, effectivement, on peut dire que la notion de temps de dilatation des scènes, d'errance des personnages, là pour le coup est mis par Aoshi Aoshien avec peut-être un aboutissement formel dans son cinéma, parce que c'est quelque chose vers lequel, entre guillemets, il a toujours couru, et qui là justement participe de ce côté ouaté, ce côté hyper sensuel, ultra sexuel même, avec certaines séquences, et l'impression d'être en fait dans un film un peu cotonneux. Ouais, le film est assez soft quand même. C'est pas c'est un film relativement soft. Oui, en termes visuels ou en termes de démonstration de chair, c'est assez soft, mais il y a vraiment, je trouve, il y a vraiment ce côté-là qui se dégage, notamment avec la photo, avec les différents acteurs, où il y a un côté vraiment très 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 sensuel dans le film. Très proche des corps. Voilà, très proche des corps, mais sans être dans un truc vulgaire. Non, oui, c'est ça, parce que si on part directement là dans le vif du sujet, moi, c'est vrai qu'il y a une vraie sensualité dans ce film, et moi, je trouve que ça vient en fait de la caméra d'Oussaossienne, qui filme toujours tout au même niveau, pas trop loin mais pas trop près, et avec cette utilisation du... Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un plan séquence ? Ah bah si. Mais du plan très long. Du plan très long, parce que ça reste des plans séquences. C'est du plan séquence, mais pas démonstratif. Exactement. On n'est pas dans la séquence spectaculaire. On n'est pas dans la performance. On n'est pas chez Orson Welles, par exemple. C'est du one take, quoi. Et ici, je trouve que cette caméra qui se balade autour de tous ces corps, que ce soit dans la chambre, que ce soit au Japon, parce qu'à un moment il y a des petites embardées au Japon, ou bien entendu dans les boîtes de nuit, parce qu'on est souvent là. Super scène de boîte. Ouais, non, mais là, laisse tomber, la musique elle déboîte, enfin bon bref, passons. Mais je trouve que ça participe de cette sensualité là, parce que on suit des regards, on suit des mains, on suit des actions qui ne sont pas finies en fait, et on va sur d'autres... Des clopes, on suit beaucoup des clopes et des gens qui allument des clopes. Et moi je trouve que ça participe de cette sensualité là, parce qu'en effet ce n'est pas un film qui est explicite, mais la caméra en fait littéralement fait l'amour à tous les personnages, et ça je trouve que c'est absolument magnifique, et c'est pour ça qu'on considère comme... Alors moi je considère Millennium Mambo en effet comme un film plus sensitif que narratif, parce qu'on est vraiment... On est plus dans la sensation que dans la réflexion, alors que bien entendu il y a de la réflexion, ce n'est pas un film creux, mais je trouve qu'ici on est dans un aboutissement, parce que je trouve que Aoshi trouve un équilibre en fait. Par la suite, par exemple avec The Assassin, qui était très très nébuleux, il me semble, alors magnifique mais très évanescent, très très nébuleux. Ici je trouve il est dans et les fleurs de Shanghai aussi, qui est très très beau aussi, mais là on est dans la quintessence, et c'est pour ça que le film a eu une influence, je pense, considérable sur tout un pan du cinéma urbain, on va dire ça comme ça, de Benoît Deby à Sofia Coppola par exemple, par l'utilisation de la musique, par ses néons, par les scènes en boîte de nuit, par ces gens qui... En fait, c'est marrant parce que dont la vie est dure, mais avec une belle mélancolie. Mais tu vois que le film de Wong Kar-wai, In the Mood for Love, et puis celui-là, je pense, c'est deux des films. Ça a plus à voir avec Les Anges déchus, en fait. Asiatiques récents, en fait, qui ont eu une influence formelle. Je pense que c'est deux films qui sont pas jumeaux, mais qui, en termes d'influence, par contre, ont beaucoup influé à la fois sur le cinéma asiatique et même sur d'autres pans, comme dans la pub. Mais In the Mood for Love c'est un film qui est très resserré, qui joue beaucoup avec les cadres, les surcadrages, et qui est un film stable, j'ai envie de dire. Millennium Mambo est un film qui est aéré, donc c'est là où moi je mettrais une nuance, parce que moi ce que je retiens quand même vachement de ce film là en termes de mise aéré, tout le monde est enfermé, c'est ça, en termes de mise en scène, c'est qu'en fait tu parlais de sensualité, moi je suis tout à fait d'accord, Chouki elle est belle, c'est une déesse quoi, enfin je veux dire elle est merveilleuse quoi. Je veux dire, chaque plan, elle dégage une sensualité, mais pas une sensualité cradingue quoi, une sensualité justement éthérée, quelque chose d'un peu lointain, justement un peu de très star du cinéma muet quoi, tu vois. Cinéma classique. Ouais, il y a très alors pas Greta Garbo, mais tu vois, star du cinéma de
Shanghai en fait. Tu vois, l'espèce de grande diva de Shanghai des années 20, des années 30, avec ce côté justement Greta Garbo, ce côté voilà. Mais je trouve que c'est un film qui est assez dur en fait, même s'il n'y a pas de violence. Enfin, il y a de la violence un petit peu, mais c'est pas un film comment dire crapoteux, on va dire en termes de violence. Mais c'est pas forcément joyeux. Non, c'est un film. Là où c'est un film qui est dur, c'est qu'on est tellement proche des personnages qu'en fait la pauvre Chouki qui est quand même malheureuse comme, enfin, qui est à la fois belle comme le jour et malheureuse comme la pluie. Je trouve qu'elle est c'est super douloureux de la voir en fait. Moi j'ai vraiment ressenti ça quoi, c'est-à-dire ce truc on a envie d'aller la sauver en fait, c'est-à-dire vraiment le sentiment de la princesse dans un château qui est gardé par un dragon quoi. Et ce dragon c'est son petit ami quoi, qui est une espèce de trou de balle, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un pervers narcissique, hein. C'est une pure relation toxique avec elle qui arrête pas de revenir et qui sait pas pourquoi, enfin voilà, et puis un entourage qui est pas forcément très aidant là-dessus non plus, avec une espèce de superficialité de cette jeunesse taïwanaise justement qui, alors là aussi je pense qu'il y a des trucs historiques derrière, hein. C'est-à-dire c'est une génération, c'est la première génération qui connaît la démocratie, donc c'est une espèce de génération qui veut pas se souvenir, et quand on sait que Wu Shaoxian, la plupart de ses films précédents sont des films justement sur les années 60, sur sa propre jeunesse à lui, avec des tensions justement sur l'époque de la dictature et puis de la répression du KMT. Il avait fait le coffret Les heureux de jeunesse de oui, exactement. Ouais. Et moi je trouve que voilà, il y a vraiment, moi je suis pas du tout un spécialiste de Wu Shaoxian, mais j'ai vraiment senti cette espèce d'abandon de gens qui ont besoin de se perdre dans l'alcool, dans la drogue, dans la fête, parce que c'est plus facile quelque part, et c'est pas parce que c'est des branleurs, juste parce que c'est des branleurs, c'est parce que c'est plus facile aussi que d'avoir à affronter en fait cette espèce de démocratie naissante qui se paye au prix de l'oubli de tout ce qui s'est passé avant. Et je dirais pas que c'est un trope du cinéma taïwanais, on va dire, des années 90, mais en tout cas dans les cinéastes de Taïwan qui sont arrivés, on va dire, à sortir des frontières de l'Asie au sens large, Ang Lee, Tsai Ming-liang ou Haoxian, c'est vrai qu'il y a quand même toujours cette vision de la société taïwanaise. Ce spleen, en fait. Ce spleen, ouais, espèce de spleen générationnel. À la fois parce qu'il y a le spectre de la dictature du KMT, il y a le spectre de la Chine continentale qui est à côté, il voit ce qui arrive à Hong Kong avec le spectre aussi de la rétrocession qui arrive au début des années 90. Il y a le Japon qui est attirant aussi. Ouais. Et moi je trouve mais ça c'est normal parce que faut pas oublier que le Japon, enfin le Taïwan, ça a été une colonie japonaise jusque dans les années 40 en fait. Donc il y a une relation à la culture japonaise qui est assez particulière en fait, qui est très forte, et il y a pas du tout cette espèce de racisme qu'il y a entre les Chinois en fait du continent et les Japonais. C'est pour ça que la gestion du temps dans ce film est absolument admirable, parce que cette question de l'oubli, cette question de la mémoire, cette question d'un devenir très hypothétique, en fait on la retrouve dans le film parce que autant par exemple, avec cette relation toxique, il se perd, Chouki part, elle revient, on ne sait pas trop en fait comment ils se sont rencontrés, il n'y a pas de début, de milieu, d'une fin. En fait, elle part, elle revient. On ne sait pas combien de temps ça prend non plus. On ne sait pas combien de temps ça prend. En même temps, il y a la temporalité du film est il y a des vrais laps de temps réel. réel. Parce que, par exemple, les scènes de boîte, on est sur du cinéma. On sait que c'est en réel. 2001, donc c'est sur une année, en fait. On sait que les scènes de boîte, là, on est sur un cinéma du réel. Le plan séquence est dans ça. Et en même temps, le film est un souvenir parce que c'est raconté par une voix off. Par sa voix off. Donc ça veut dire qu'elle s'en est sortie. Oui. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais ça donne un petit côté, mélancolique. Complètement. Parce que tu as l'impression que c'est quand même, ça pourrait être aussi une voix d'outre-tombe qui arrive et qui nous balance son souvenir de voilà, avec des trucs un peu étranges qui sont que des fois la voix off dit quelque chose et on voit la chose se faire après. C'est assez étrange ça, comme procédé. Elle annonce des trucs, une espèce de redondance volontaire de la voix off, moi que j'ai trouvé très bien. Et moi il y a un truc qu'il y avait aussi dans The Assassin, que moi j'aime beaucoup dans ce film-là, c'est tout le travail autour de la profondeur de champ, quoi. C'est-à-dire que ce sentiment d'enfermement, c'est-à-dire que je crois qu'on voit pas le ciel, on voit le ciel peu à la fin dans les séquences japonaises. Et donc en fait un tout petit peu à Taïwan, mais on voit le jour, mais et voilà, 5 minutes. C'est vraiment. vrai que c'est un film principalement nocturne. Et c'est un film où les personnages sont vraiment enfermés par le cadre. Vraiment, ils sont en gros plan ou en plan moyen, focale longue. Et en plus avec ces appartements taïwanais qui sont assez étroits en fait, où les personnages quand ils se querellent, quand ils se disputent, ils ont nulle part où se réfugier en fait, parce que ils sont condamnés à se heurter en fait. Et en fait les personnages se heurtent en boîte, ils se heurtent chez eux, et donc effectivement ils peuvent pas. Même la mise au point se heurte. Et parfois la mise au point parfois se heurte en fait à la proximité entre les personnages et la caméra. Et quand c'est au Japon, tout d'un coup ça devient clair.
et ça devient et le cadre s'élargit, même si quelque part la profondeur de champ est encore bloquée par la neige, par les blocs de neige, mais il y a au moins puis quelque part il y a le cinéma dans le truc japonais. Elle va dans une ville où il y a un festival de cinéma, donc il y a aussi cette espèce d'ailleurs de l'imaginaire qui est quand même évoqué par Rousseau Sienne de manière symbolique, je trouve, à travers ces scènes-là. C'est marrant, du coup, j'y pense, ça va nous faire un autre point de Schuerk, mais sorti un an avant, il y a Time and Tide qui, effectivement, dans le genre de mise en scène du chaos et de comment capter un univers mouvant et insaisissable, se posait là aussi. Et c'est vrai que finalement... Alors dans un style plus nerveux, quoi. Mais beaucoup plus nerveux, dans un processus de film d'action narrativement incompréhensible, mais où il y a quand même la même pensée de mise en scène sur un moment important finalement. Ouais, puis cette jeunesse qui ne sait pas où elle va, quoi. Hong Kong et puis Taïwan, et une jeunesse perdue, un chaos qui va essayer de capter tout ça. Cette jeunesse qui se retrouve avec des espèces de gros points dont l'existence est un gros point d'interrogation en fait, et qui n'arrive pas à résoudre ce point d'interrogation, ce qui d'ailleurs est le cas dans Millennium Mambo, où il n'y a pas de résolution véritablement. Mais quelque chose que moi je trouvais qu'on trouvait un peu dans Les Rebelles du Néon, même s'il est un peu plus ancien, il date de la fin des années 90, mais cette espèce de côté, sauf que justement c'est presque l'envers en fait, c'est-à-dire que les Rebelles du Néon, c'était vraiment, enfin pour moi c'est vraiment un film d'extérieur, même s'il y a des scènes en intérieur, des scènes d'appart, mais c'est quand même beaucoup des errances à moto dans les rues de la ville. Film presque solaire, mais qui se passe principalement la nuit. Mais c'est vrai qu'il y avait ça, parce que les néons du film de Tsai Ming-liang justement participaient à ce côté coloré, ce côté enjoué, et ce sentiment de liberté nouveau finalement qui pouvait potentiellement arriver. Alors que 10 ans après. Alors que là, c'est tout se referme en fait sur ces personnages qui vivent une espèce de vie superficielle dont on sent bien qu'ils en ont conscience et qui sont en plus tiraillés par des sentiments dont ils sont pas maîtres. Et ça, je trouve que c'est assez fort. Enfin, des gens de 20 ans, quoi. Voilà. C'est-à-dire que autant lui, on lui trouve aucune excuse parce que c'est vraiment un trou de balle et qu'il a qu'à se calmer, quoi, avec cette espèce de jalousie ridicule, quoi. Autant elle, il y a vraiment, c'est vraiment une figure tragique. Moi, je trouve ce personnage de Shuki parce qu'elle, je te dis, elle est merveilleusement belle et on a envie de la sauver vraiment. Enfin, je veux dire, on a envie de la sauver. Le spectateur a envie de rentrer dans l'écran pour l'arracher, comme quelque part ce mafieux qui est un personnage très étrange parce qu'en fait, celui qui normalement devrait être le méchant du film, on sait que c'est un mafieux, il a un tatouage, hein, donc c'est à Taïwan. Si vous avez un tatouage, c'est que vous faites partie du crime organisé, hein, généralement. Donc on porte pas des tatouages. Donc toi, c'était bon quand tu y allais, t'es pas été. Non, mais c'est pas comme en France où tout le monde porte des tatouages maintenant, et que ça veut pas, ça veut dire autre chose en fait en France. Ou en Europe, ça veut dire autre chose. Mais si vous êtes français, que vous vous ramenez à Taïwan ou au Japon et que vous exhibez vos tatouages, c'est pas forcément super méga bien vu, même encore aujourd'hui. Hein. Donc c'est un peu en train de changer, mais c'est pas super bien vu. Et la scène dans le sauna, tout de suite, on sait que c'est. Enfin, moi, je sais que voilà, tatouage sur le bras. Ok. Généralement une scène de sauna en plus. Ouais, le mec fait partie du crime organisé, c'est sûr et certain, quoi. Mais il a une espèce de douceur. Par exemple, tu vois un truc tout bête, c'est le seul qui fait la cuisine avec la grand-mère japonaise. Et c'est vrai que la bouffe. Et les gens qui font et dans ce film-là, les deux personnages qui font la bouffe sont des personnages protecteurs. La grand-mère japonaise, qui n'apparaît pas beaucoup, mais qui a cette tête de personnage protecteur, de grand-mère de conte de fées, et lui qui est vraiment... Et en plus, avec lui, ça a l'air platonique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop s'ils couchent ensemble, mais ils n'ont pas l'air, en fait. Il y a plutôt quelque chose de fraternel, encore une fois, ou de espèce de truc de protection sincère, en fait, de la part de ce mec-là. Bon, voilà, même si, là aussi, leur relation va se tourner un peu en autre boudin, mais pas du tout de la même manière qu'avec cet horrible petit con qui se prend pour un DJ et qui est en fait juste un petit merdeux, quoi. Mais qui est très bien interprété par l'acteur. Par contre, l'acteur joue ça super bien, joue très bien le mec. Tu vois là, le mec qui peut devenir violent en une seconde, qui l'espionne, parce qu'il y a ça aussi, il y a tout ce truc de l'espion, voilà, de fouiller le sac, de regarder le portable, de demander des justifications, de la paranoïa. De la paranoïa, et puis voir toutes ces scènes de boîte avec les copains, les copines, elle qui attire les regards, donc qui attire la jalousie aussi de lui. Enfin, c'est à la fois vraiment les thèmes romantiques, enfin les thèmes de mélo contemporains sur la jeunesse assez typiques, et en même temps c'est du mélodrame jus, mais quelque part comme le Kaurismäki, c'est-à-dire prendre une recette qui a été éprouvée depuis 70 ans et arriver quand même au final par son style, par le côté personnel de son style, par la mise en scène, à en faire quelque chose qui fait que c'est bien à regarder, quoi. C'est assez fascinant à regarder, hein, c'est assez fascinant, c'est un film assez fascinant. Et en plus d'être un manifeste esthétique, il y a cette ouverture qui est incroyable, qui devient un gif ultra le plan où elle est dans le tunnel.
Et où elle regarde à la fois le caméraman et le spectateur, et quelque part comme pour nous inviter à l'intérieur de la fiction. L'entrée dans la fiction, comme disait Roger Audin. Et oui, mais en fait Millennium Mambo, là, Oussa Ocean, il fait son John Ford. Avec cette ouverture-là. Ouais. C'est un très beau plan. C'est aussi simple que ça. Et c'est un plan absolument magnifique, légèrement décadré. Enfin, bon, bref. Au ralenti en plus, et tout ça. La musique est une musique incroyable. Ouais, même moi qui suis pas du tout un fanatique de musique électronique, là, je reconnais que la BO est très bien. Ça marche. J'ai cru voir qu'il y a des disques de Art of Noise, qui doit être un des deux seuls noms de l'époque que je connais. Donc voilà. Mais oui, dans la musique, et voilà, pour le coup, la musique est un bon exemple en fait de film où tu n'as pas besoin d'aimer ce style musical pour trouver que la musique colle parfaitement avec ce que le film essaye de montrer et de faire ressentir au spectateur. Donc très bien, que c'est Millennium Mambo de Aoshi Aoshien qui est ressorti au début de l'été chez Spectrum Film dans un bel écrin, donc avec un Blu-ray de bonus et aussi la version du film donc en Blu-ray et en UHD, donc c'est à chier de bonus, c'est super beau, une très belle édition pour ce beau film de Aoshi Aoshien. On va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur carrément fleurés. Alors, coup de cœur, on va passer complètement... On va passer de la coque à la lane, comme on dit. Ouais, voilà, exactement. On va aller ailleurs avec le film à sketch que j'ai pas revu depuis très longtemps et en fait qui m'a procuré beaucoup de plaisir, The Twilight Zone, The Movie, réalisé par John Landis, Steven Spielberg, Joe Dante et George Miller. Film tragique certes, mais alors quel plaisir, en tout cas. Pour Landis, mais alors quel plaisir de cinéma, même les trucs les plus faibles, moi j'ai surkiffé. Le Spielberg, moi j'ai trouvé que c'était magnifique. Joe Dante est hyper John Lithgow, il est hyper pop. En plus une super nouvelle de Matheson, une adaptation d'une super nouvelle de Matheson. Le Miller est taré. Et moi je trouve que les raccords dans le Landis, alors beaucoup qui disent que le Landis est moralisateur, tout ça. Je trouve que les raccords, c'est bien. Moi je trouve que les raccords sont incroyables. Donc pur plaisir de. Le raccord pelle d'hélicoptère. Oui voilà. Ouais voilà. Par contre, un pur plaisir de cinéma de genre. Voilà. The Twilight Zone. En plus la série était super. Et puis, mortel. Le film, moi je trouve que le film se tient admirablement bien. Docteur. Alors moi, ça sera aussi dans un tout autre genre, quelque chose, une petite chose légère, mais que j'ai bien aimé, qui est donc ce film. Alors je ne sais plus du tout qui est le réalisateur. Par contre, du coup, c'est ce film. Alors que moi je dirais britannique, mais si ça se trouve c'est un film américain tourné en Angleterre. Je n'ai aucune idée de qui est le réalisateur, mais c'est un film qui s'appelle Coup de théâtre en français. Sorti l'année dernière. Voilà, sorti l'année dernière, qui s'appelle See Over Run. De Tom George. En anglais, voilà, Tom George. Je dirais que c'est britannique, moi, mais j'en suis pas sûr. Américano-britannique. Américano-britannique, bon voilà, donc ça résout le problème. Et qui est donc en fait un pastiche d'histoire d'Agatha Christie, dans lequel il y a une pièce qui est écrite par Agatha Christie. D'ailleurs, il y a même un personnage qui joue le rôle de Richard Attenborough. Oh. Voilà, donc c'est très étrange. Donc avec un casting qui est très content d'être là. Adrian Brody, Sam Rockwell, Saoirse Ronan, cet acteur aussi, comment il s'appelle, qui a un nom que j'ai du mal à retenir, qui joue le rôle du dramaturge, qui écrit le scénario, qui est très bien aussi. Voilà, tout le monde est très bien. C'est très british. C'est très très british en termes d'humour. Et l'histoire policière en elle-même est plutôt pas trop mal foutue. J'ai pas grillé trop vite qui était le coupable, ce qui est plutôt bon signe généralement, mais ça se laisse tout à fait regarder. Thriller à l'anglaise. Ouais, thriller à l'anglaise, mais pastiche. Donc, mais sans pastiche, c'est pas parodie, c'est ça vraiment. On va dire plus malin que les films de Rian Johnson. C'est un peu dans ce style-là, mais en plus léger, en fait, en moins démonstratif, effectivement, en moins démonstratif. Mais il y a un petit peu ce côté-là aussi, quand même, effectivement. Mais moi j'adore ce genre j'adore les films à énigmes. Moi j'adore les films british à énigmes, j'adore ça. Donc très bien. Merci docteur. Alors moi ce sera deux choses très différentes. J'ai revu ce week-end La Balade des Dalton, le dessin animé. Super, un truc de mon enfance. Probablement les meilleurs westerns à voir. La Balade des Dalton, formidable. Chef-d'œuvre. Avec Daisy Town. Chef-d'œuvre. Mais encore plus que La Balade des Dalton. La Balade des Dalton, c'est un super film, super musique, incroyable. Super de musique. Claude Bolling. Exactement. Mortel. Non, moi c'est un de mes westerns préférés. Moi c'est un de mes trucs proustiens d'enfance, moi. Ça marche toujours aussi bien, c'est impeccable, chef-d'œuvre total. Et sinon, dans un tout autre style, c'est le dernier film de Lucille Halilovic, Ehrwig, qui n'est pas sorti à Rennes malheureusement. Son troisième long métrage, absolument bluffant de maîtrise de mise en scène, un sound design
hallucinant. C'est bien ce qu'elle fait. C'est magnifique, c'est merveilleux, c'est angoissant comme tout, c'est beau, c'est terrible. Bref, elle est trop forte. 3 longs métrages en 15 ans, c'est trop peu, mais bon, en tout cas, on attend toujours la suite avec impatience, en espérant que ces films soient mieux distribués. Ça serait pas mal, ouais. Que Évolution et Innocence. Si on pouvait enlever un Danny Boone et laisser un peu plus de place, effectivement, à des rabats à Merzaimesh, Ou Adi Daidovic. Voilà, ça serait bien, ça serait pas mal. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour parler notamment de Pierre Goldman. D'ici la prochaine émission. Jean-Jacques, j'imagine. Son demi-frère. Ciao, bonsoir. Salut.